Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Perrault. Avec ce moment arrivé jusqu'à 10h du grand débat, et on vous allait parler, Benjamin, de l'hôpital public. Où va l'argent investi? Vos deux invités pour débattre, Caroline Brémaud, qui est ex-chef du service des urgences de l'hôpital de Laval, et Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'École supérieure de commerce de Paris, président fondateur de l'Institut Santé et également auteur de l'autonomie solidaire en santé aux éditions Michelon. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de l'hôpital public et de ses difficultés, malgré, on va le voir si ça se confirme ou pas, mais un investissement, en tout cas prôné par le gouvernement. On verra s'il est à la hauteur ou pas, si on est dans de l'affichage ou pas. Tout d'abord, Caroline Brémaud, le directeur de l'hôpital de Laval vous a démis de vos fonctions de chef des urgences. Vous comprenez sa décision aujourd'hui ou pas? Expliquez-nous. En fait, c'est une décision avec deux versions, une version officielle et une version officieuse. La version officielle, c'est qu'il s'appuie sur un audit de 2021 qui préconise un seul chef pour les urgences et le SAMU-SMUR. Et moi, j'étais chef que des urgences. L'audit préconisait aussi que la personne qui devrait être nommée travaille dans les deux services. Et en fait, c'est pas le cas de la personne qui a été choisie. Il faut aussi préciser que cet audit qui date de 2021 a été réalisé avant que nous rentrions en nuit fermée régulée sur l'hôpital de Laval. Donc pour ceux qui connaissent pas, Laval, c'est la ville principale du département de la Mayenne. Et donc compte tenu en fait de cet audit un peu bancal qui pour moi est périmé et dont on n'applique que ce qui arrange, on est quand même très nombreux à penser que c'est une sanction déguisée parce que Pourquoi ? Parce que je dérange dans mes propos lorsque je défends l'hôpital public, et on me reprocherait aussi au niveau local de nuire à l'attractivité en disant simplement la vérité. Et j'ai reçu après en off des messages qui confirment que c'est une sanction déguisée. Cet audit, en l'occurrence, c'était un audit de l'ARS qui disait cela pour des motifs d'efficacité. En gros, c'est ça ce qu'il disait, quoi. Oui, il faut sur des motifs d'efficacité, mais voilà nous on est en difficulté sur les plannings, et la personne qui me remplace, régulièrement nous envoie des mails pour nous demander de reprendre ses plages où elle travaille, parce qu'elle a des réunions importantes. Donc déjà qu'on est sous l'eau avec du temps additionnel, faut qu'on en fasse encore plus pour lui libérer du temps pour faire des réunions. Donc c'est vraiment pas opérationnel comme décision. Frédéric Bizard, vous avez entendu à l'instant ce que disait Caroline Brémaud, audit de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, situation un peu ubuesque depuis. Ça vous surprend ou pas ? Non, malheureusement, ça ne me surprend pas, et c'est un cas extrêmement intéressant parce que le cœur de la crise n'est pas là où les pouvoirs publics et souvent les acteurs, parce que la crise de l'hôpital qui fait partie d'une crise systémique de la santé est une responsabilité collective, y compris d'ailleurs des économistes. Donc, je vais pas lancer la responsabilité uniquement. Mais ce cas-là est le cœur de la problématique de la santé et de l'hôpital public, qui est la crise de la gouvernance. Nous n'avons pas les bonnes personnes qui gouvernent ce système-là. On a depuis les années 2010, avec notamment la loi Bachelot, mais on peut remonter à l'ordonnance Juppé, pris une décision qui était de mettre à la tête du système de santé uniquement la haute administration. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il y avait trop de liberté, trop de pouvoir médical dans le système, qui générait trop de dépenses. Et à mon avis, la faute originelle, si vous voulez, remonte à là, c'est-à-dire de penser que lorsqu'on met uniquement l'administration, c'était la phrase de Sarkozy, je veux qu'une tête qui dépasse le directeur, c'est-à-dire l'administrateur. Et ça, c'est vraiment une faute que l'on paye très très cher aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut laisser uniquement la place au pouvoir médical pour le diriger, mais il est évident que le pouvoir médical doit être au cœur de l'administration de l'hôpital, comme au cœur de l'administration du système de santé. Il l'est plus du tout aujourd'hui. Il n'y a aucun équilibre là-dessus. Non, mais non seulement il l'est plus, mais on rejette sur la responsabilité du pouvoir médical et paramédical l'essentiel de la faute, du dysfonctionnement du système. Donc on a une vraie maltraitance
mais pas simplement du pouvoir médical, mais du personnel médical et du personnel salarié à l'hôpital public. C'est pas le propre à l'hôpital de Laval. Il y a d'ailleurs dans vos confrères de Paris Match ont sorti quelque chose sur le CHU de Rennes. Enfin bon, c'est tout ça est assez généralisé. Donc moi j'ai créé l'Institut Santé, vous l'avez dit, pour refonder le système de santé. Tant que l'on limite le périmètre de la crise du système à un problème financier. Dernier point, on voit bien que depuis 2020, où on a mis 27 milliards d'euros additionnels de dépenses d'hôpital public, donc 14 milliards pour le Ségur de l'hôpital, l'impact a été quasi nul. Alors qu'on a mis, on peut pas reprocher. C'est quand même incroyable de parler d'autant de milliards et de dire qu'il n'y a pas eu, il y a eu oui, aucun mais après, résultat, ils sont répartis sur 10 ans, donc on les a pas vraiment eu concrètement. Oui, Caroline Brémaud, vous précisez. Les 14 milliards, le Ségur de la santé s'est réparti sur 10 ans, c'est s'étale, donc on les a pas eu directement dans nos poches, et donc forcément c'est des promesses, c'est étalé, donc on l'a pas concrètement dans notre poche, et forcément on n'en voit pas les résultats et les améliorations. Et c'est vrai que le problème de la gouvernance, ils sont hors sol, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des décisions, mais ils vont voir par exemple dans un planning, ils vont nous dire vous mettez telle personne dans une case, une personne c'est une case, sauf qu'en fait il y a particulièrement aux urgences un problème de compétences, c'est-à-dire que il y a des gens qui travaillent aux urgences qui n'ont pas toutes les compétences. Il y en a, ça fait des années, ils font plus que de la traumato, et un patient qui va arriver en détresse respiratoire qu'il faut intuber dans les 3 minutes, ils savent pas faire. Donc on peut pas les laisser gérer les urgences tout seuls. Donc quand on nous dit c'est bon, vous êtes tant de personnes divisées par tant d'heures, vous remplissez tant de cases, on dit non, en fait ça fonctionne pas comme ça. Et c'est ce management un peu hors sol qui fait que on n'est pas compris dans nos demandes, et que les décisions elles sont à côté. Frédéric Bizard, management hors sol. Après, les directeurs d'hôpitaux, on leur demande aussi de faire des économies, tout simplement. Ils s'exécutent. Mais justement, le problème, c'est quand vous avez une gouvernance uniquement budgétaire avec simplement un fichier Excel comme guide pour gouverner et le système de santé à travers l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui est quand même le dispositif essentiel de pilotage de 255 milliards d'euros par an. C'est un fichier Excel que l'on fait rentrer pour avoir un objectif national de dépenses d'assurance maladie. Donc ça ne peut pas fonctionner. Je voudrais juste quand même revenir sur ce qu'a dit Madame Sajos. Enfin, quand je vous parle des 27 milliards, c'est entre 2020 et 2022, c'est ce qui a été non pas promis, mais consommé. Donc il y a eu un vrai effort de faire, mais je rejoins en revanche votre conclusion, qui est de dire nous n'en voyons quasiment pas l'impact, le résultat, parce qu'il y a un vrai problème d'allocation de cette ressource-là. On a vraiment transformé l'hôpital public en un vrai puits sans fond, où plus vous dépensez, moins vous créez du bien-être pour ceux qui y travaillent. Mais n'oublions pas qu'au bout de la chaîne, la maltraitance des soignants se traduit par de la maltraitance des soignés. Oui. Il est aujourd'hui courant en France d'avoir des personnes qui restent en souffrance des heures sur un brancard dans les services d'urgence, voire qui en meurent, puisqu'il y a des cas qui le font. C'est devenu quelque chose de courant et quasiment accepté par les pouvoirs publics. Donc il y a une dégradation absolument phénoménale qui se traduit dans la prise en charge proprement dite des patients. Il faut distinguer. Je vais vous donner un exemple si vous voulez. Pardon. Non, alors juste pour terminer, Frédéric Bizard, sur le dernier point que vous vouliez évoquer, et effectivement je voulais vous faire réagir dans la foulée, Caroline Brémaud, mais tout d'abord, terminez, Frédéric Bizard. Il faut juste bien prendre que les causes sont à la fois externes à l'hôpital, une gouvernance qui est inadaptée pour l'ensemble des secteurs, la crise des EHPAD, la crise de la médecine de ville, et l'absence d'investissement dans la prévention, parce que le pire là-dedans, c'est qu'on met de l'argent dans l'hôpital sans impact, mais alors qu'on n'en met pas là où ça allégerait l'hôpital public, qui est la prévention et la médecine de ville. Et il y a des causes internes propres à l'hôpital public. La conférence des hospitalo-universitaires a fait une série de propositions qui montrent que tout est à revoir. Du statut hospitalo-universitaire à l'organisation du CHU, au lien entre le CHU et les autres hôpitaux publics, au lien entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés, au lien entre le système hospitalier et les autres secteurs. Tout est à revoir. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur une toute petite partie du problème quand on parle du financement.
Caroline Brémaud, vous vouliez réagir, donner un exemple effectivement par rapport à ce que alors disait un exemple, Lisa. et après je rebondirai sur la suite. Ouais. Par exemple, nous, dans notre région, on nous a supprimé des ambulances de garde la nuit parce que soi-disant elles n'étaient pas assez rentables. Donc on est passé de 7 ambulances de garde pour partir en intervention chercher les patients à 3 pour un souci de rentabilité. Sauf que très peu de temps après, voire même en même temps, on avait déjà des urgences qui fermaient la nuit. Donc on envoyait les patients un peu plus loin. Ils faisaient 30 km de plus pour être pris en charge. Et donc, ce qui se passe, c'est que finalement, on se retrouve avec 3 ambulances au lieu de 7, ce qui fait qu'elles sont tout le temps prises. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait appel aux pompiers. Ce qui fait que les pompiers vont, alors que c'est pas leur mission première, et les pompiers refacturent beaucoup plus cher à l'hôpital leur intervention. Donc ce qui fait que là où on a fait des économies d'un côté parce qu'on a diminué des ambulances que soi-disant elles n'étaient pas rentables, finalement on se retrouve dans une dynamique de fonctionnement où on en aurait eu vraiment besoin, mais comme les décisions elles sont prises à très court terme et qu'on fait pas les choses en se projetant sur moyen et long terme, on a pris une décision qui finalement est plus coûteuse sous prétexte d'une économie. Donc ça c'est un exemple qui est vraiment flagrant et qu'on constate nous tous les jours. Et pour revenir sur la situation du système de santé et pas seulement de l'hôpital public, moi je dis souvent que les urgences c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'en fait il faut prendre en considération tout ce qui se passe en amont des urgences. Et donc la médecine de ville c'est vraiment important parce que tous les patients qui sont mal soignés parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant, parce qu'il y a des millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, ils vont mal suivre leur diabète, ils vont mal suivre leur hypertension, donc ils vont faire plus d'infarctus, plus d'AVC. Et ça va pas être spectaculaire, ça va pas être comme la canicule avec des morts, des milliers de morts l'été. Non, c'est des choses qu'on va voir s'aggraver progressivement avec une baisse avec une augmentation de la mortalité infantile, une diminution de l'espérance de vie en bonne santé. Voilà, c'est des indicateurs qu'on commence à voir apparaître. Oui, parce donc que si on prend pas en charge l'amont, en bonne santé, on voit ça baisse. Ouais, effectivement, ça baisse. Baissé, tout à fait. Et donc il faut prendre en charge ce qui se passe aussi avant l'hôpital, donc en amont des urgences, avec la médecine de ville et les spécialistes. Il faut regarder ce qui se passe aux urgences et puis après ce qui se passe après les urgences dans les services d'hospitalisation aiguë, mais aussi dans les soins de suite et les EHPAD. Et en fait, si on prend pas en compte la globalité du système de santé, on se plante et on prend des décisions à court ou moyen terme qui vont être délétères ou plus coûteuses. Caroline Brémaud, vous restez avec nous, Frédéric Bizard également. On revient dans un instant pour poursuivre le débat. 9h47 sur Sud Radio, à tout de suite. Bon matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Perrault. Et merci de nous rejoindre à 9h50 pour la fin de ce débat pour l'hôpital public. Où va l'argent investi? Toujours avec vous, Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'École supérieure de commerce de Paris et président fondateur de l'Institut Santé, et également en compagnie de Caroline Brémaud, ex-chef du service des urgences de l'hôpital de Laval. Frédéric Bizard, cette information qui a beaucoup fait réagir l'hôpital Georges Pompidou, qui a dû lancer un appel aux dons pour acheter un scanner dernière génération. Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est surprenant? On va dire que la façon avec laquelle ça a été annoncé est plutôt surprenant, puisque ça laisse un petit peu penser que finalement l'hôpital public, l'État français n'a plus les moyens d'acheter un scanner qui est un scanner sophistiqué, mais enfin qui vaut autour de 2 millions d'euros. Donc évidemment que non. Mais là, on voit d'abord plusieurs choses. D'abord, à quoi sert aujourd'hui l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est un peu le regroupement, ce qui chapeaute l'ensemble des établissements hospitaliers de l'Île-de-France, si ce n'est pour pas assurer quand même une mutualisation des achats des gros équipements et garantir qu'il n'y ait pas le moindre problème dans la réponse aux besoins d'équipement. Il faut bien voir que l'hôpital, c'est 2 actifs stratégiques: les ressources humaines et les technologies, les équipements de haute technologie. À partir du moment où on prétend ne plus être capable de financer ça, finalement, c'est qu'on prétend que l'hôpital public n'a plus les moyens de son développement. Donc là, on voit on revient sur un vrai problème de qui fait quoi, comment est organisé cet hôpital public avec pour des choses subvenir à ses besoins. Avec des choses étonnantes aussi, Frédéric Bizard. Alors, je sais pas si c'est toujours très développé, mais on a notamment un problème au niveau administratif avec un certain nombre de médecins qui sont à l'hôpital qu'une partie de la semaine, qui font du privé aussi à côté et qui ont 2-3 secrétaires à l'hôpital. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est... Alors,
Bon, ça a été historiquement assez le cas, mais je suis pas sûr qu'il faut y aller avant d'aller dans ce genre de détails organisationnels. Si vous voulez, moi, ce qui me frappe, c'est que les hôpitaux, les hôpitaux n'ont plus l'autonomie pour gérer leurs propres ressources, qui doivent être suffisantes évidemment. Mais ce que disait Madame tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne voyons pas la couleur de cet investissement massif, c'est bien qu'il y a un problème d'allocation des ressources. Vous savez, on est passé d'un mandarinat médical où on reprochait à ces grands mandarins, chefs de service, d'avoir beaucoup trop de pouvoir, à un mandarinat administratif. Et c'est le pire. Le mandarinat administratif, c'est le pire parce que l'administratif n'a aucune compétence dans la bonne allocation des ressources au sein d'un hôpital et au sein d'un service. Donc je suis désolé, mais je reviens toujours à ce problème, c'est que tant qu'on n'aura pas réorganisé l'hôpital et le système de santé pour allouer les bonnes responsabilités aux bonnes personnes, c'est comme dans toute institution. Quand vous n'avez pas les bonnes personnes pour piloter les principales fonctions, Madame était chef de service, elle est la mieux placée que quiconque pour répondre aux besoins et pour connaître les besoins de son service. À partir du moment où on lui dit, en fait, tu n'as aucun droit d'intervenir dans les décisions d'allocation des ressources, eh bien, les personnes se mettent de côté, sont complètement désenchantées et on a le pire qui se passe, c'est-à-dire une gabegie où on ne sait pas, où il n'y a pas de priorisation de ces ressources. Encore une fois, on s'est aperçu très tard que les ressources humaines à l'hôpital, ça doit pas être la variable d'ajustement, mais ça doit être ce qui est considéré comme la ressource essentielle d'un établissement. Alors, on s'en est aperçu en augmentant les fonds, mais ça ne change rien parce qu'il y a toujours un sentiment que ces fonds sont mal alloués et surtout un sentiment d'isolement, après 12 ans d'études, finalement, de ne pas être bien utilisé à sa juste valeur. Caroline Brémaud, je rappelle, vous êtes ex-chef du service des urgences à l'hôpital de Laval. Ça vous parle, ce que dit Frédéric Bizard? Oui, je voudrais rebondir surtout sur le mal-être au travail. C'est assez flagrant parce que là, on nous a dit récemment, mais en fait, nous, on veut bien ouvrir des lits, mais en fait, on n'a pas de soignants, mais il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ça fait des années qu'il y a des décisions qui sont prises, qui sont délétères sur le fonctionnement de l'hôpital, et en fait, on dégoûte les soignants, quel que soit leur métier de travailler. On dégoûte même les étudiants. Il y a quand même énormément d'étudiants en école infirmières qui terminent pas leurs études. On a des internes qui se suicident. On a reçu hier encore un message d'un externe qui nous raconte que la réforme sur les études médicales, en fait, elle va aboutir à ce qu'il y ait peut-être 1 millier d'internes en moins l'année prochaine parce que on leur demande d'avoir 14 de moyenne minimum à leur premier partiel avant de pouvoir se présenter au deuxième. Et en fait, ils vont préférer pouvoir redoubler parce que sinon ils peuvent pas bien choisir. Enfin, un micmac pas possible. Donc on va se retrouver encore avec moins d'internes à la rentrée prochaine. On a allongé les études, donc on se retrouve avec des années blanches avec pas de médecins généralistes formés. Il y a quelques années, c'était les urgentistes. Il y a un mal-être au travail parce que on nous donne pas les moyens de travailler convenablement. Moi, je le dis tout le temps, le meilleur médicament, c'est l'humain. Et en fait, nous, on est des soignants. Ce qu'on aime, c'est de donner de notre personne pour aider les gens, les aider à aller mieux. Et si on nous enlève ça, en fait, on va pas s'épanouir dans notre travail, on va s'éteindre et puis on va préférer faire autre chose. Moi, j'ai un de mes collègues, dans quelques mois, il arrête la médecine d'urgence pour faire autre chose, alors que c'était le meilleur d'entre nous, quoi. Et c'est dramatique de voir à quel point on détruit des gens, on détruit des soignants, et c'est délétère forcément pour ces personnes parce qu'elles se retrouvent dans des états psychologiques terribles et puis qui peuvent aboutir au suicide, et on se retrouve avec des patients qui sont pas bien soignés, et en fait là on nous dit on veut bien rouvrir des lits mais on n'a plus de personnel. Mais à cause de qui on n'a plus de personnel? Vous nous maltraitez tous, tout gouvernement confondu, depuis des dizaines d'années, et là vous faites les étonner. Non, on peut pas laisser ce message véhiculer en disant nous on veut bien mais on peut plus. Non, ça suffit, ça fait des années que ça se pérennise, cette maltraitance des soignants et des étudiants en santé.
Oui, effectivement, et il faut se dire aussi que l'hôpital public, c'est pas juste un budget ou des dépenses aussi. Effectivement, vous avez tout à fait raison de le rappeler, ce sont des êtres humains qui soignent. Frédéric Bizard, je rappelle, vous êtes professeur d'économie à l'École supérieure de commerce de Paris, président fondateur de l'Institut de santé. Je rappelle notamment votre ouvrage L'autonomie solidaire en santé, c'est aux éditions Michelon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous, Caroline Brémaud, ex-chef du service des urgences de l'hôpital de Laval. Merci à vous deux et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous, Benjamin. Je vous laisse. Je pars en vacances à partir de dimanche, parce que demain, je serai dans On parle auto à partir de 11h. C'était un plaisir d'être avec vous, ma chère Laurence Perrault. Demain, c'est une autre Laurence. C'est une autre Laurence, celle qui prend le volant. Laurence Garcia qui sera là donc demain matin pour vous accompagner. Et puis lundi, retour de Jean-Jacques Bourdin à cette heure-là et puis de Patrick Roger juste avant. Passez une très belle journée. Juste après le retour de l'info, Valérie Expert et Gilles Gansman pour le rendez-vous média.